Hey, welcome back friends. Ça va me permettre d'introduire le fait que j'ai été malade pendant 3 semaines et que je ne me sentais pas de filmer. Mais aujourd'hui, malgré ma tête fatiguée, etc., je me sens un petit peu mieux. Donc j'ai décidé de vous filmer une update lecture de ce que j'ai lu depuis la dernière update lecture parce que j'aime l'ambition et j'aime les choses impossibles, voilà. Je vous avais laissé au mois d'avril avec The Flat Share de Beth O'Leary. The Flat Share, ça se passe à Londres, il y a déjà quelques années, c'était le premier livre de Beth O'Leary je crois, donc c'était bien dans les années 2015, 2010, 2015. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le milieu de l'édition. Elle s'est séparée de son copain, donc elle cherche un nouvel endroit pour vivre, et là elle tombe sur une annonce un petit peu étrange. Elle et le colocataire vont partager un appartement, il y a un seul lit, une seule chambre, enfin voilà, c'est pas genre c'est pas habituel on va dire, parce que ce mec fait les nuits en fait dans un hôpital, et donc lui il a pas besoin de l'appartement la nuit, il a juste besoin de l'appartement le jour, et elle travaille le jour et donc elle a juste besoin de l'appartement la nuit. Va s'en suivre une sorte de rom-com un petit peu rigolote et assez originale, parce que du coup le principe c'est que pour une grande partie du bouquin les deux protagonistes ne se croisent pas. Leur relation va se former par post-it, par SMS, etc. C'était un bouquin franchement sympathique qui pour moi n'a pas cassé 3 pattes à un canard, très honnêtement, mais c'était rigolo, c'était assez léger, mais Beth O'Leary toujours parle de sujets, parce que j'avais lu The Road Trip un peu plus tôt dans l'année, et elle parle toujours de sujets un peu aussi de mine de rien, voilà, de pauvreté, pauvreté dans le sens, on va pas dire pauvreté, de précaire on va dire. Voilà, la vie précaire des jeunes là à Londres, qui leur fait faire des trucs pas forcément top. Il y a de ça, on va parler du système carcéral, du système judiciaire un petit peu. Bref, on va effleurer pas mal de trucs, les relations toxiques aussi, j'avais oublié bien sûr. C'est revenu plusieurs fois dans les bouquins de Beth. Donc franchement c'était plutôt sympathique et j'ai bien apprécié. Ensuite j'ai lu Charlotte de Hélène Moffat et j'avais assez envie de vous en parler parce que je savais pas du tout ce que j'allais en penser, puisque c'est une suite de Orgueil et Préjugés en fait, du point de vue de Charlotte. Charlotte qui a épousé un personnage peu apprécié des lectrices dans Orgueil et Préjugés. Je veux pas vous spoiler Orgueil et Préjugés, donc voilà, je m'arrêterai là. Mais du coup, dans Orgueil et Préjugés, Charlotte, elle est déjà assez avancée en âge pour l'époque, c'est-à-dire qu'elle a 27 ans, je crois, ce qui est assez vieux au 19e siècle pour se marier et pour commencer à avoir des enfants, etc. Ce qui est un petit peu la destinée des femmes de cette classe et de cette époque, etc. Et du coup, on va voir son choix, quelles conséquences il va avoir, quel genre de vie elle va mener, et on va vraiment se pencher sur ce personnage qui pour moi est hyper intéressant, parce que on a les sœurs Bennet qui vont faire le choix plutôt du romantisme, qui vont ne pas sacrifier leurs valeurs à l'appel je sais pas, de l'argent, du gain, de la sécurité financière et domestique et tout ce que vous voulez, qui vont au contraire se dire non, moi j'ai envie d'avoir un mari que je respecte, voilà, j'ai envie qu'il y ait de l'amour, de l'affection dans notre relation et tout, ce qui rend très bien dans Orgueil et Préjugés. Mais Charlotte, elle justement, va se dire je suis en poids pour ma famille parce que je me marie pas, je suis pas super jolie, je commence déjà à avancer en âge, j'aimerais être indépendante de ma famille, parce que voilà, tout est relatif, tu peux pas, enfin voilà, elle est évidemment pas indépendante de son mari on va dire, mais on sent dans le bouquin que vraiment ce choix l'amène sur des sentiments qui sont peut-être un petit peu parfois compliqués, un petit peu contradictoires, qu'elle aurait envie de voir autre chose, peut-être de voir un petit peu cet aspect romantique qu'il y a dans les relations des autres, enfin des sœurs Bennet par exemple. Mais en même temps on parle de moyens d'émancipation à cette époque. On parle aussi de la fille de Catherine de Bourg, du coup, donc Miss de Bourg,
je crois qu'elle s'appelle Anne, qui est un personnage vraiment super intéressant, assez ambivalent, en tout cas dans Charlotte de Hélène Moffat. Et donc pour moi c'était vraiment une réécriture, enfin même pas une réécriture, une sorte de suite un petit peu d'Orgueil et Préjugés, très intelligente, qui a vraiment qui s'est vraiment demandé ce qui allait se passer pour tel ou tel personnage et qui s'ancrait bien dans l'époque, voilà, qui ne faisait pas du drame pour rien, qui était bien écrit. Donc voilà, si vous êtes fan de Orgueil et Préjugés et de Jane Austen en général, j'ai beaucoup aimé ce bouquin centré sur Charlotte, mais bien sûr on voit quand même Elizabeth, on voit Jane, etc. Donc on a quand même ces petits clins d'œil avec des personnages qu'on a énormément aimés, auxquels on s'est attaché dans Orgueil et Préjugés. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. C'est là où vous vous rendez compte que quand même, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de lecture, parce qu'on arrive à ce que j'ai lu, notamment pour le mois de la fantasy, donc le mois de mai. J'ai pas beaucoup lu pour le mois de la fantasy, très honnêtement, mais un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est The Lives of Saints de Leigh Bardugo. Je l'ai écouté en livre audio, parce que notamment il était lu par Ben Barnes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Mais voilà, il était lu par Ben Barnes et on va être dans un recueil de contes, de mythes, de légendes sur les saints de Grisha, du Grishaverse, de Ravka, etc. Donc de tout l'univers de Leigh Bardugo. C'est un système religieux qui est régi énormément par le principe de saint et pas forcément par le principe de divinité, en tout cas de ce qu'on en comprend dans The Lives of Saints, donc la vie des saints. Et ça va être du coup une espèce de recueil de petits contes un petit peu horrifiques, voilà, légendes et mythes assez glauques pour la plupart, qui était super intéressant à écouter. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je recommande aussi l'audiobook en anglais parce que il y a Lorraine Fortgang qui lisait déjà les tomes de Grisha, que j'avais aussi écouté en livre audio, et donc il y a Ben Barnes aussi, ils se partagent le livre audio, et voilà, c'était très chouette. Si vous êtes en manque du Grishaverse, c'était très sympathique. Un livre que j'ai absolument détesté du plus profond de mon âme, c'est The Maidens de Alexis Michaelides, je crois, je ne sais pas comment le prononcer. On va suivre une femme qui est psychologue, psychiatre, psychothérapeute, je ne sais plus. Sa nièce va l'alerter en panique en lui disant qu'il y a une de ses amies qui a disparu, ou je crois que c'est déjà au début qu'elle a été retrouvée morte avec je crois des... Est-ce que c'était les dents arrachées ou... Non, je confonds avec un autre livre que j'ai lu juste après, excusez-moi. Mais voilà, assassinée de manière super sauvage, et du coup la psy va arriver sur le campus pour aider sa nièce et ne va pas pouvoir s'empêcher de se mêler à l'enquête en cours, notamment parce qu'elle a un suspect qui est le prof, qui est un prof de lettres, je crois, qui a créé une sorte de culte, un petit peu de secte autour de lui qui s'appelle The Maidens, donc en français il a été traduit par les muses. Et donc c'est que des jeunes femmes super belles, très jeunes, qui étudient le grec ancien, qui s'habillent avec des toges blanches. Vous voyez le délire, c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est pas hyper subtil. Donc évidemment, la narratrice ayant lu The Secret History, elle pense qu'il y a un problème avec ce prof et que c'est lui le coupable, et elle va tout faire pour essayer de prouver que c'est lui qui bute ces jeunes femmes, quoi. C'était vendu comme du thriller Dark Academia, et moi je m'attendais au thriller Dark Academia. Et bon, on a eu effectivement la partie thriller, mais pour moi la partie Dark Academia était vraiment faite sans aucune subtilité, était là parce que la Dark Academia est en train de monter en ce moment, que tout le monde veut l'écrire, que c'est hyper à la mode, cette esthétique, et donc j'ai trouvé que c'était super mal fait, en fait, tout simplement. Je n'ai jamais connu aucun personnage qui est moins fin psychologue que cette psy. Vraiment, tu comprends des trucs qu'elle ne comprend pas. Je ne sais pas comment elle fait.
et c'est censé être son boulot de faire que les gens s'ouvrent à elle, d'avoir des techniques, pas forcément de la manipulation, pas du tout, hein, mais des techniques. Mais alors là, t'as l'impression que l'auteur, en fait, il s'est juste dit hey, je vais prendre plein de trucs en surface et je vais tous les mélanger et ça va le faire. Et moi j'étais là, mais en fait ça ne tient pas la route, pour moi en tout cas. Ça ne tenait pas la route, c'était très 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 cliché. On était énormément dans le stéréotype. Et voilà, pour quelqu'un qui aime beaucoup la Dark Academia, je vous rappelle Le Maître des Illusions de Donna Tartt, Evil or Villains, de M.L. Rio, même Ninth House de Leigh Bardugo, ce genre de bouquins. Là j'ai trouvé que c'était... Enfin, je me suis demandé si l'auteur ne surfait pas justement sur une vague de popularité par rapport à ces thèmes pour... voilà quoi. Voilà, pour écrire son bouquin, le marketer, et puis que des gens l'achètent. Donc moi j'avais eu la chance de l'avoir en avant-première par Ned Gallet et effectivement je n'achèterai pas ce bouquin et c'est vraiment une de mes pires lectures de cette année. Je suis assez ravie, peut-être pas ravie, je suis désolée, hein. Je suis assez contente de voir que d'autres personnes, surtout dans la sphère du booktube anglophone, l'ont vraiment pas aimé, ont trouvé qu'il était problématique sur bien des points. Je vous mettrai des vidéos dans la barre d'infos. Tiffany, ma copine du compte Awfully Long Reads, n'a pas réussi à passer, je ne sais plus, c'était genre les 50 premières pages, une connerie comme ça. J'ai trouvé ça très mal écrit, et pourtant du coup je l'ai lu en VO donc c'est pas une question de traduction, mais non, franchement ça l'a totalement pas fait. J'ai lu ensuite 3 livres que je mets dans le même sac, qui sont, vous allez voir, qui sont tout à fait différents, mais qui sont du young adult, qui s'intéressent à la diversité, à la communauté LGBTQ+. Donc c'était des super bonnes lectures que j'ai fait au mois de juin pour le mois des fiertés. On avait A Very Loud Expanse of Sea de Tahereh Mafi. J'avais jamais lu de Tahereh Mafi, donc je suis contente d'avoir commencé par son contemporain que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'on va suivre une jeune femme musulmane qui habite aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Et on va suivre notamment tout le harcèlement, toute l'oppression qui s'ensuit, ces profs qui pensent qu'elle ne parle pas aussi bien anglais qu'eux alors qu'elle a toujours vécu aux États-Unis. Voilà, donc des gens qui lui font défaut, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit des camarades, vraiment un petit peu tout le monde lui fait défaut, sauf peut-être son frère et une bande d'amis et un garçon qui accepte d'être son binôme en physique alors que tout le monde la rejette parce que évidemment cette jeune femme porte le hijab, je crois. Et voilà, et tout le monde, du coup ça en fait une cible facile, une cible visible on va dire par rapport à son frère qui lui est plutôt apprécié dans l'école, mais c'est vrai qu'il y a cette ambivalence alors qu'il porte un petit peu au nu son frère parce qu'il fait du breakdance, il a l'air de s'être bien intégré. En fait le voile de cette jeune femme a l'air justement de la mettre à part par rapport à que ce soit à son frère, à ses autres camarades musulmanes, etc. Donc c'était intéressant parce que je trouvais que ça ne restait pas seulement en surface, dans le sens où il y avait aussi des discussions entre plusieurs personnes. Voilà, il y avait pas juste cette personne est musulmane, elle représente toute la communauté musulmane. Non, dans le bouquin il y avait plusieurs personnes musulmanes qui n'avaient pas les mêmes avis, qui les confrontaient, des fois un petit peu même carrément violemment, mais c'était intéressant d'avoir d'autres sons de cloche hein, que voilà, je positionne ce personnage comme étant la seule personne musulmane et c'est le seul avis qu'on peut avoir. Non, pas du tout, je trouve que Tahereh Mafi est allée creuser plus loin. On parle aussi des parents qui ont émigré, qui ont eu une vie pas hyper facile et qui donc pour eux un petit peu le harcèlement, les colibés que se prend leur fille à l'école, pour eux c'est un petit peu du pipi de chat quoi. Enfin, ils ont vécu des trucs beaucoup plus compliqués et eux ils sont là genre, ils comprennent pas en fait, ils se disent mais enfin tu les ignores juste quoi, c'est assez facile. Eux ils ont vécu des trucs super durs dans le sens la guerre, la famine, il n'y a plus d'électricité, il faut fuir notre pays. Donc on a aussi un petit peu cette dichotomie entre certaines générations qui sont là genre les gars, c'est rien ce que vous vivez, vous êtes enfin voilà, vous avez tout ce que vous voulez aux États-Unis, ouais, vous prenez 3 remarques, bon, c'est pas très grave. Et c'était intéressant d'avoir justement un petit peu cette problématique générationnelle avec des gamins qui sont nés aux États-Unis et qui donc n'ont pas du tout la même vision que leurs parents ou même leurs grands-parents, etc. Et très très chouette.
enfin très chouette. Génial, on parle d'islamophobie, super livre. Non, mais voilà, je l'ai trouvé intéressant et pertinent de mon point de vue, qui ne vaut rien, hein, puisque je ne fais pas partie de la communauté musulmane. Donc, comme toujours, allez demander aux personnes qui sont concernées ce qu'elles en ont pensé. J'ai lu Darius the Great is Not Okay de Adib Khorram et ça a été un gros coup de cœur. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Darius, Dariush, du coup je crois que c'est comme ça que ça se prononce dans la culture iranienne, puisque on va avoir un jeune homme, à nouveau fils d'émigrés, qui vit aux États-Unis et pour la première fois il va aller en Iran parce que son grand-père est très malade et bon bah c'est la fin, on va dire, et ses parents font l'effort, ont mis leurs économies de côté pour aller voir, pour retourner dans le pays de la maman du coup, qui elle est iranienne et le père est américain. Donc on a un couple mixte, que ce soit au niveau de la nationalité, au niveau de la religion, etc. Assez intéressant. Et on a Darius qui n'est jamais allé en Iran et qui va avoir un choc culturel en arrivant. Le fait qu'il connaisse la culture, il baigne dedans, pour lui il se considère comme américano-iranien, irano-américain, je ne sais pas comment le dire. Et en fait il va arriver en Iran et comprendre que pour les personnes en Iran, lui c'est un étranger en fait. Alors que lui, des fois, il se sent étranger quand il est aux États-Unis. Et du coup, c'est un petit peu aussi cette problématique des enfants qui ont grandi aux États-Unis et qui viennent d'autres cultures et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément acceptés dans ni l'une ni l'autre, qu'ils n'y appartiennent pas totalement. On va dire qu'il y a des codes qu'ils n'ont pas. Et en plus, Darius, avec Darius, on va aussi parler de santé mentale parce que Darius est en dépression et c'est super compliqué d'en parler avec sa famille, d'en parler avec ses parents. Il a une relation assez difficile avec son père, avec qui il a le sentiment qu'il ne peut plus parler en fait. Et ça va être fait dans énormément de sensibilité. Ça va être assez délicat la manière dont les thèmes sont abordés. Très beau ce personnage qui se cherche, ce personnage qui est en pleine construction de lui-même, qui se demande s'il est attiré par les femmes, par les hommes, par les deux peut-être, voilà. On a énormément de questionnements chez Darius, beaucoup de peine aussi, beaucoup de difficultés à se lier aux autres, à se lier à ses grands-parents maternels, puisqu'il ne parle pas la langue, alors que sa sœur, elle, la parle. Sa sœur a toujours été intéressée par le fait de l'apprendre, et donc ça pose énormément de questions, de problèmes, de débats sur comment élever des enfants dans des cultures différentes et voilà. Et à nouveau c'est un On Voices, voilà, A Very Large Extent of Sea était aussi On Voices et je trouve que c'est super précieux et ça m'a beaucoup appris, ça m'a donné envie d'en lire plus, ça m'a rendue curieuse et c'est ce que je recherche majoritairement dans les On Voices et le YA contemporain qui je trouve fait un effort considérable en essayant de parler d'autre chose que des histoires de mec ou meuf blanc, cis, hétéro, etc. J'ai lu le troisième de cette petite triptyque, c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver, à nouveau On Voices, qui va parler d'une personne non binaire qui va être rejetée par ses parents et qui va être mise dehors en fait. À cause de son expression de genre. Et elle va au début du bouquin se dire ok, c'est bon, je suis prête, je peux en parler avec mes parents, j'ai été coachée un petit peu par une autre personne non binaire sur internet justement qui est influenceuse et non binaire et du coup un rôle modèle, un modèle pour notre personnage principal. Sauf que ça se passe pas du tout bien en fait. Ses parents, c'est super compliqué et donc Yael va se retrouver à vivre chez sa sœur et va y avoir énormément de belles choses aussi sur cette relation fraternelle qui s'est un petit peu étiolée parce que sa sœur justement avait fui un petit peu cette famille qui voulait que les personnes rentrent dans le moule et qui ne supportait pas les parents
que les enfants ne soient pas ce qu'ils avaient prévu qu'ils deviennent. Donc non, franchement très intéressant aussi. Ou young adult, donc évidemment on te rajoute quand même un moment une petite romance, mais on a aussi ce truc de j'ai été trahie par les personnes qui sont les plus proches de moi, je ne veux plus faire confiance à personne, j'ai plus envie de faire confiance à personne, j'ai envie d'être dans mon coin et qu'on me laisse tranquille. Et ça c'est un truc qui revient assez souvent, cette blessure, cette première blessure du rejet de la famille, qui ensuite après comment, quand accorder sa confiance, à qui, etc. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur une expérience de quelqu'un de non-binaire, puisque Mason Deaver c'est voilà, c'est Unvoices, Mason Deaver est une autrice non-binaire, donc n'hésitez pas parce que c'était intéressant, voilà, c'était intéressant, c'était enrichissant, ça permet d'en apprendre plus, donc je vous le recommande aussi. Et on va parler d'un thriller que j'ai lu avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. On a lu Survive the Night de Riley Sager, et c'était pas le meilleur thriller que j'ai lu de ma vie, mais il m'a bien marqué par certains aspects, donc on va en parler maintenant. On a lu ça au mois de juillet, donc rien à voir avec la saison des thrillers, on va dire. On a lu du coup Survive the Night, qui parle d'une jeune femme qui cherche à partir du campus parce que sa meilleure amie a été tuée à nouveau. Voilà, sa meilleure amie a été tuée 2 ou 3 mois avant, elle n'arrive pas à s'en remettre, du coup elle décide de faire une pause au moment de Thanksgiving je crois, ou une semaine avant Thanksgiving. Il n'y a personne, il n'y a pas de covoite en fait. Aussi, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas internet, on est dans les années 90, un truc comme ça. Donc un petit peu vintage, rétro. Et du coup, elle trouve ce mec qui va l'emmener, je sais plus où ils sont, mais en tout cas ils vont dans l'Ohio, c'est toujours l'Ohio de toute façon. En gros, les emmener à Akron ou je sais plus quoi, ils la déposent sur le chemin. Bref, voilà. Elle a rencontré ce mec à la fac, donc elle se dit que c'est un étudiant qui fait le déplacement, qui rentre chez lui, donc pourquoi pas voilà, monter dans sa voiture. Ils partent le soir, très tard, et on comprend vite pourquoi le titre, quoi, parce que le titre c'est Survivre à la nuit. Et du coup ce huis clos se passe toute la nuit dans un habitacle de voiture où au fur et à mesure cette jeune femme va se dire mais il y a des trucs bizarres avec ce mec, il y a des incohérences, il est pas étudiant finalement, il travaille sur le campus, mais finalement est-ce qu'il travaille vraiment sur le campus, parce qu'elle lui fait un petit peu elle lui dit ah elle se rappelle de tel bâtiment et en fait ce bâtiment n'existe pas et lui il dit oui ah oui ce bâtiment j'y vais tout le temps. Ce genre de choses, vous voyez mon petit sourire en mode haha. Et donc on va avoir un petit peu ce jeu du chat et de la souris, cette tension vraiment dans l'habitacle avec il y a un meurtrier quand même qui est dans la nature, qui a buté sa meilleure amie quand même. Est-ce que ce serait pas lui par hasard? Est-ce qu'il saurait pas quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences et de détails qu'il n'est pas censé connaître sur les meurtres. Donc voilà, c'était pas le meilleur thriller de l'univers, mais très clairement ça faisait le taf. J'ai envie de vous parler de trois romances, parce qu'on fait un petit peu des triptyques comme ça. Du coup j'ai lu Honey Girl de Morgan Rogers, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qui va nous parler d'une jeune femme qui se réveille. Elle est où déjà? Elle est à Las Vegas, elle se réveille, elle se rend compte qu'elle s'est mariée avec une autre meuf qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et genre, voilà, elles se sont mariées à Las Vegas après une nuit de beuverie pour fêter le fait que la jeune femme, notre personnage principal, avait eu son PhD en astronomie. Donc de base, je pensais qu'on allait se diriger vers une romance assez rigolote où du coup elles allaient essayer de faire fonctionner leur relation alors qu'elles se sont mariées le premier soir, elles se connaissent pas du tout. Et en fait on était sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Je dirais même que l'aspect roman c'est pas celui qui m'a le plus plu, en fait il était même pas si présent que ça. On est surtout sur une grosse quête d'identité de la part de cette jeune femme qui est une jeune femme noire. Voilà, on entend femme noire dans le domaine de l'astronomie. C'est pas gagné pour elle, malheureusement, parce que toutes les portes ne lui sont pas ouvertes, largement pas. Elle a fait son doctorat en astronomie et puis maintenant il faut qu'elle cherche du boulot. Sauf qu'on va dire que même si le monde de l'éducation, de l'académia, du coup lui a ouvert des portes, il y en a toujours qui sont fermées par les entreprises, par d'autres secteurs quand il s'agit de lui donner du travail en fait.
Donc c'était hyper intéressant. On parlait aussi de quête de soi, mais de burn-out, hein, très très clairement. On parlait aussi de la relation avec les parents, parce qu'elle a un père qu'elle appelle le colonel, donc souvent quand il y a ce genre de parents, déjà tu te dis qu'il y a un petit problème. Qu'elle n'a pas envie de décevoir, et qui lui voulait pas du tout qu'elle aille dans cette branche, il voulait qu'elle devienne médecin ou quelque chose comme ça, du coup je crois qu'il a arrêté de payer pour ses études quand il s'est rendu compte qu'elle était pas en médecine, mais c'était déjà un peu tard parce qu'elle avait déjà son master ou un truc comme ça. Elle a juste dû financer son doctorat. Donc il y a des relations très tendues, très compliquées avec ce père, avec sa mère aussi qui est au contraire plutôt un petit peu absente et qui est en grande quête d'elle-même aussi. Donc on a plusieurs personnages qui sont un petit peu perdus, et j'ai beaucoup aimé ce personnage justement qui va avoir son doctorat d'astronomie, qui a la trentaine, et qui va se dire bah qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui m'attend, je me suis battue pendant des années, je suis fatiguée en fait. Et donc c'était vraiment hyper intéressant, ça a beaucoup résonné avec des questionnements que j'avais, des remises en question, le monde de l'académia. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle s'est pas fourvoyée pendant toutes ces années? Est-ce qu'elle en a pas marre de se battre et d'essayer de se forger une place qui de base n'est pas la sienne à prendre, parce que le monde de l'académia est pas fait pour elle en fait, pas fait pour des personnes noires, pas fait pour les femmes, ce genre de choses. Donc c'était intéressant franchement. Du coup j'étais un petit peu déçue parce que c'était pas une romance et j'avais envie d'une romance à ce moment là, mais je trouve que c'est un bouquin hyper intéressant qui m'a énormément surpris. Du coup donc voilà, je vous le recommande absolument. J'ai lu Isn't It Bromantic de Lisa K. Adams, et là par contre c'était la petite romance mignonne dont j'avais absolument besoin, puisque c'est la saga du Bromance Book Club. Donc je vous avais déjà parlé il y a quelques années, j'avais lu le tome 1 je crois en janvier 2020. On suit une bande d'amis, de collègues, de connaissances, amis, collègues, qui vont créer un club de lecture et lire des romances pour essayer de comprendre comment parler aux femmes, comment faire que leurs relations durent, comment faire que leurs femmes soient contentes, ce genre de choses. C'est assez rigolo, ça part d'une bonne intention on va dire. Et dans Isn't It Bromantic, on a ce personnage de joueur de hockey, Vlad, je crois. Ou alors c'est beaucoup trop cliché et je me souviens plus de son prénom parce qu'il est russe en plus évidemment, qui est absolument adorable. En gros c'est un gros nounours quoi. Il adore lire de la romance, il est même en train d'écrire une romance en fait. Il est à fond là-dedans, et de l'autre côté, physiquement, il se présente comme un mec hyper baraque, hyper fort physiquement, et donc les gens s'attendent à quelque chose de lui que lui ne donne pas en fait, parce que vraiment c'est un softie quoi, enfin il est tout mignon, tout gentil, totalement, c'est une crème le mec. Et il a épousé son amie d'enfance de Russie pour qu'elle puisse venir faire des études de journalisme aux États-Unis. Donc on est sur un mariage blanc plus ou moins, un mariage arrangé en tout cas, pour que cette jeune femme puisse venir faire des études, parce que vous savez que la loterie des visas parfois aux États-Unis, voilà, c'est pas toujours ça. Et donc on a ce couple un petit peu mal assorti, et le couperet tombe au début du bouquin. Sa femme du coup a fini ses études, Elena, et veut repartir en Russie pour continuer son travail de journaliste en Russie, et demande le divorce en fait. Et lui tombe des nues entre guillemets, parce que au fur et à mesure des années il est tombé amoureux d'elle. Et même si du coup ils vivent pas ensemble, hein, parce que c'est vraiment un mariage juste sur le papier, mais lui, enfin il espérait toujours qu'à un moment ils se retrouvent, que ça fasse comme dans les comédies romantiques, et qu'en fait ils finissent par tomber amoureux, et lui c'est arrivé de son côté, et pas de son côté à elle apparemment. Il a un accident de hockey, et du coup il peut pas se déplacer, il a la jambe dans le plâtre, voilà, etc. Et elle va se dire bon écoute, vu tout ce qu'il a fait pour moi, je vais postpone, je vais déplacer à plus tard ma date de départ pour l'aider quand même, pauvre gars, voilà.
Et bien sûr va s'en suivre une espèce de slow burn. Voilà, ils étaient amis d'enfance et finalement ils vont se rendre compte que oui, peut-être qu'ils sont faits pour être ensemble, et voilà, etc. Tout en ne reniant pas le fait que cette meuf veut absolument être journaliste, veut faire des choses qui comptent, veut faire des enquêtes hyper cool, qui serait hyper cool à lire, enfin voilà. Donc on avait une super bonne ambiance, on avait des personnages qui, pour moi, il y avait de la tension, il y avait de l'alchimie, il y avait une bonne relation, il y avait du consentement, il n'y avait pas de trucs problématiques, et du coup j'ai trouvé ça super chouette, donc je vous la recommande aussi. Ça vous spoil un peu les autres tomes, mais enfin dans le sens où les romances de toute façon on te présente les deux personnages principaux, tu sais qu'ils vont finir ensemble à la fin. Donc c'est des tomes compagnons en fait. Voilà, c'est pas forcément fait pour être lu dans l'ordre, on va dire. La troisième romance dont j'ai envie de vous parler, c'est The Love Hypothesis de je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus qui c'est. Ça fait plusieurs fois qu'on est un petit peu dans ce domaine ce qu'on appelle STEM, dans le domaine des sciences dures, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des recherches académiques, scientifiques aux États-Unis. Et on va avoir cette meuf qui est en doctorat, et en fait elle est sortie avec un mec, c'était pas ouf, et sa meilleure amie par contre a un gros crush sur lui, et lui a un crush sur sa meilleure amie, donc elle leur dit mais enfin mettez-vous ensemble quoi, et arrêtez de nous faire chier. Sauf que les deux sont là genre non mais toi t'as pas de copain, alors peut-être que tu vas nous en vouloir, enfin bref, vous savez, un petit peu ce genre de drama, un petit peu machin et bidule, et elle se dit bon ok, je vais faire mine, je vais dire que j'ai un date ce soir, que je suis complètement passée à autre chose. Elle dit ça à sa meilleure amie. Sauf que au lieu d'aller à son date, qui est faux, et ben, elle est en train de bosser au labo, il est minuit, vous voyez, pas d'hygiène de vie, n'est-ce pas, c'est doctorant. Et du coup elle croise sa meilleure amie dans le couloir, et elle se dit ah je suis cuite quoi, enfin elle a tout compris qu'il n'y a pas de date ni rien. Donc elle va croiser le premier kidam sur sa route et lui dire hey je peux t'embrasser, et le mec est là genre donc elle l'embrasse, et puis au bout d'un moment elle se rend compte de qui elle a embrassé. C'est évidemment le jeune prof qui est super ambitieux, que tout le monde considère comme un connard, voilà, qui met pas des super notes, qui donne des feedbacks souvent un petit peu durs, etc. Bref, pas quelqu'un qui est considéré comme très sympathique, et là elle se dit ah j'ai embrassé un petit peu le monstre du coin quoi. En gros, voilà, personne n'a envie de sortir avec lui. Mais évidemment, vous le savez, le fake dating, un de mes tropes préférés, pour que sa meilleure amie ne se doute de rien, évidemment ils vont continuer à sortir ensemble, et lui, enfin ils vont commencer à sortir ensemble d'ailleurs, et lui ça l'arrange bien aussi parce que vu c'est un petit peu un loup solitaire, toi-même tu sais, l'université ne veut pas lui débloquer de fonds parce qu'il se dit, et l'université se dit le mec ça fait 5 ans qu'il est là, il a pas de copine ou de copain, voilà, il a pas acheté de maison, il a rien qui le rattache ici, donc on va lui donner des fonds, et ensuite il va se barrer ailleurs, il va se barrer à Columbia, ou alors ils sont à Columbia, ou à MIT, voilà, il va se barrer à MIT et tout, donc on veut une preuve qui va rester là. Donc le fait d'avoir une copine pour lui ça montre ouais non je suis sérieux, je vais rester ici, y a pas de souci et tout. Et ça va être une romance voilà, assez passionnelle. Bon le mec est comment dire, prof de sciences hein, mais il a aussi le temps de faire énormément de sport, donc il est très musclé, t'es là genre non, ça aurait pu on aurait pu le passer à la trappe hein. Vraiment c'était pas intéressant. Mais voilà, on a ce couple pareil qui a énormément d'alchimie, beaucoup de tension, etc. Voilà, tout ce que j'aime. Un petit peu fake dating, un petit peu enemies to lovers, c'est là genre j'aime bien. Et on a aussi des conversations un peu plus importantes sur le harcèlement, sur le gaslighting dans le domaine des recherches, puisqu'on va avoir un chercheur qui va venir littéralement agresser cette jeune femme après une présentation qu'elle a faite à une conférence, en lui disant qu'elle n'arriverait jamais à rien, en lui disant qu'il allait la prendre en gros sous son aile pour l'année prochaine, mais que... Enfin, mais vraiment quoi, en la gaslightant complètement, c'est-à-dire en lui disant... en lui offrant un petit peu sur un plateau d'argent ce dont elle a toujours rêvé, mais en lui disant que c'est une vraie merde et qu'elle serait rien sans lui, sans les autres chercheurs, etc. Et que elle en gros son travail ne vaut rien.
Donc c'était intéressant parce qu'on avait ce côté romance, mais ce que j'aime bien dans pas mal de romances en ce moment, c'est qu'on a un autre sujet en fait, un sujet de société, les violences sexuelles sexistes, c'est énormément là, le harcèlement, les relations toxiques, et ça parle aussi énormément de consentement, de la sphère professionnelle, donc franchement un bouquin très intéressant, très chouette du point de vue de la romance, mais aussi très important, qui pose des bonnes questions et qui parle de sujets de société, donc j'aime bien quand les deux se relient. Vous en faites pas, nous sommes presque à la fin, non c'est faux, il nous reste encore 4 ou 5 livres, oh boy. Le prochain sur la liste c'est Dating Fatigue de Judith Duportail, qui m'a été envoyé par les éditions de l'Observatoire, que je remercie énormément. C'était un bouquin que Tiffany du compte Awfully Long Reads a lu et qu'elle a beaucoup apprécié, et qui me faisait du coup terriblement envie, que j'ai trouvé très intéressant, qui parle justement, comme le titre le dit, de dating fatigue, dans le sens une sorte de fatigue émotionnel qui vient avec le dating, qui vient avec les applications de rencontres, qui vient avec comment on conçoit les relations amoureuses, les relations sexuelles de nos jours, dans les années 2020-2021, en France notamment. Voilà, c'est assez drôle parce que je me suis énormément retrouvée dans les questionnements de Judith Duportail. Dans le fait qu'elle dit maintenant on dit voir des gens, mais moi j'aimerais bien voir une personne avec qui j'ai une connexion, et j'ai du mal à avoir des connexions avec les gens, je me vois pas voir des gens, voir des personnes. Et voilà, elle se pose des questions sur le fait qu'elle soit en décalage par rapport à sa génération. Pour moi, il n'y a pas vraiment de shade qui est mis sur les gens qui utilisent les applications de rencontres et qui s'en sortent bien avec ça, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, ça te plaît, tant mieux. Mais c'est vraiment un livre pour les personnes qui, j'ai l'impression comme moi et Tiffany et du coup Judith, ont du mal avec le dating, le monde du dating de nos jours en fait, qui se disent qu'ils ne comprennent pas les codes, qui ne sont pas à l'aise dans ce monde d'applications de rencontres, etc. Et voilà, il y avait des réflexions intéressantes sur la liberté par rapport à sa sexualité, sur justement comment rencontrer des gens à nouveau, ou rencontrer une personne avec qui on a envie de passer du temps. Donc je vous enjoins à lire le post de Tiffany, qui avait bien articulé pas mal de choses que j'ai ressenties à la lecture du bouquin, mais en tout cas c'est du journalisme autofictif, un petit peu autofiction, autobiographique, qui est très intéressant et qui apporte pour moi vraiment quelque chose, parce que Judith Duportail elle arrive pas juste en disant oui voilà ça c'est mon opinion, ça c'est mon avis, je le pose là. Non, en fait elle avait fait tout un livre avant sur les mécanismes des applications de rencontres, etc. Donc voilà, elle s'y connaît plus ou moins en application de rencontres, et c'est ça qui est assez rigolo parce qu'elle n'arrive pas, elle, à ce que ça fonctionne pour elle. Les gens viennent lui poser des questions, viennent lui demander des conseils sur les applications de rencontres, elle est là en mode j'ai rien à vous dire quoi, enfin. Donc voilà, super intéressant, et je vous le conseille aussi si c'est un sujet qui vous intéresse. Avec des copines, on a commencé un club de lecture qui n'a pas de nom d'ailleurs, mais qui est voilà, des copines qui ne sont pas du tout sur internet. On a décidé de faire ça pour nous, et le premier livre qu'une de nous avait choisi, c'était Les mots pour le dire de Marie Cardinal, qui va nous parler majoritairement de santé mentale, de dépression, je pense qu'on peut le dire, et de thérapie en fait. Ça a été écrit dans les années 70-80, et pourtant, même s'il y avait des trucs qui peut-être faisaient un petit peu tiquer au niveau des méthodes et de la manière de considérer la santé mentale, c'était quand même assez intéressant de le lire alors qu'on est 40-50 ans plus tard. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va suivre une jeune femme qui a à peu près la trentaine et qui a des gros problèmes de dépression, d'anxiété, d'angoisse, suite au fait que ça fait 2 ans qu'elle perd du sang tout le temps, comme si elle avait ses règles, on continue depuis 2 ans. On n'arrive pas trop à savoir le débit de ces fameuses règles, mais en tout cas ça l'handicape énormément parce que on dit quand même que ça transperce pas mal de vêtements, ce genre de choses, donc elle sait jamais quand est-ce que ça va arriver, ça la stresse énormément.
voilà, pas hyper agréable. Elle est allée voir plein de spécialistes de l'époque sur le vagin, l'utérus, tout ce genre de choses, et qui lui disent qu'ils comprennent pas. On essaye de la mettre dans une espèce de camisole chimique, on lui fait avaler des tas de trucs, des tas de remèdes, rien ne fonctionne, donc elle est épuisée totalement, mentalement, physiquement, elle perd tout son sang en même temps. Tu te demandes, enfin vraiment, au début, les 50 premières pages, je me suis dit, je me demande comment elle est pas... Enfin, elle est en état de faiblesse, c'est impressionnant, avec tout ce qu'elle perd. Et finalement, un petit peu poussée par la nécessité, elle va se tourner vers un thérapeute. Elle va en fait s'enfuir d'une sorte de clinique qui la maintient un petit peu allongée toute la journée. Enfin, c'est une horreur, quoi. Ça fait peur, on va dire. Et elle va aller chez un thérapeute, et après la première séance, son sang va s'arrêter, en fait. Et ça, c'est juste le début du bouquin, où après on va suivre toutes ses réflexions sur sa relation avec sa mère, avec son père. Donc voilà, c'est un petit peu... Enfin, c'est très très freudien, on va dire. C'était encore assez ancré dans ce genre d'époque. Voilà, donc, mais c'est intéressant, voilà, c'est intéressant à lire, de lire son cheminement avec la thérapie. 7 ou 8 ans quand même de thérapie pour réussir à... Est-ce qu'elles se sentent plus libres, réussir à se détacher, se dégager de certaines injonctions qu'elle avait intériorisées par rapport à sa famille, ce genre de choses. Donc c'était plutôt intéressant, c'était pas une lecture super fun, c'est aussi une lecture un petit peu datée, hein, on va pas se mentir, mais intéressante, au moins, voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est la BD Ne m'oublie pas de Alix Guérin, je crois. C'est une copine qui me l'a prêtée. Et autant vous dire que j'ai bien pleuré. On va le dire direct, parce que on va suivre à nouveau, vous savez, je ne connais pas les prénoms des personnages dont je parle, des bouquins que je lis, mais on va suivre une jeune femme qui du coup va enlever sa grand-mère d'une maison de retraite, d'un EHPAD. Pauvre dame est à peine reconnaissable, c'est assez compliqué. Elle a aussi, je crois, la maladie d'Alzheimer, et donc c'est compliqué aussi parce qu'elle d'un moment à l'autre elle va plus se souvenir de qui est sa petite fille, etc. Il y a des moments super durs dans le bouquin où tout d'un coup elle se demande, je crois que c'est Clémence, elle se demande qui est sa petite fille, et elle dit je vous connais pas, ce genre de choses. Donc assez dur, quoi, on va pas se mentir. Et on va être sur la route avec ces deux femmes, la grand-mère et la petite fille, qui essayent de retrouver la maison d'enfance de la grand-mère, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'y retourner en fait. C'est de retourner dans cette maison d'enfance où elle a grandi, où elle dit que ses parents l'attendent. Donc je vous laisse imaginer, en fait. On est sur une vieille dame qui perd la mémoire, qui perd la santé aussi, mais qui a une relation super forte avec sa petite fille. On va parler énormément de relations entre femmes, en fait, parce que on a vraiment la mère, la grand-mère et la fille, et j'aime beaucoup ce genre de problématique un petit peu générationnelle, et en même temps genrée, dans le sens voilà, les femmes d'une même famille, quelles relations elles entretiennent les unes avec les autres. Et on va aussi parler évidemment de qu'est-ce que ça fait de voir une personne qui a été présente toute notre enfance. Là voilà, je parle des grands-parents en général, qui en fait ne vous reconnaît plus, qui s'efface petit à petit, qui perd ses caractéristiques, qui perd ses hobbies, qui perd ses souvenirs. Enfin, c'est super dur. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces personnes qui étaient des piliers dans notre vie, dans notre enfance, adolescence, etc., peu à peu se déliter et revenir à des états presque d'enfant, en fait, à des états de faiblesse physique par moment, physique, mental, psychique, etc., qui sont difficiles à gérer, et comment justement on peut gérer ça, quel genre de sentiments ça suscite. Voilà, donc une BD qui va bien vous émouvoir. Je sais pas si ça vous fera pleurer, mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, les dessins sont très très beaux, et voilà, je vous la recommande à 200%. Je suis pas la première personne à en parler sur Booktube ou Bookstagram, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié. On va s'arrêter là pour cette énorme day de lecture. J'espère que ça vous aura plu.
J'espère que ça vous aura donné envie, c'est vraiment des bouquins dont j'avais envie de parler et dont j'avais des choses à dire, donc je pense que ça s'est ressenti. Ravie d'avoir rallumé ma caméra pour vous parler de ces bouquins. Qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez lu pendant l'été 2021 qui, en tout cas en Normandie, il faisait moche, hein, il faisait très moche. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous me recommandez? Vous savez que j'aime beaucoup toutes vos recommandations, et donc voilà. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo, et d'ici là, amusez-vous avec vos lectures et prenez soin de vous. Et ciao!